Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 3 juin 2024, il est 18h, c'est l'heure du journal préparé par la rédaction. Voici les titres. Une bague avant la liberté pour les bébés pigargues du parc des Aigles du Léman. La semaine dernière, la cérémonie de bagage des rapaces a eu lieu à Sciez, un moment symbolique auquel a assisté pour nous Kezia Poudou. Et puis à Chambéry, c'est un retour en arrière qui a eu lieu il y a quelques jours avec la réhabilitation de l'abri aérien du Faubourg-Nézin. Ce site historique a été renommé en l'honneur d'Albert Périol, l'ancien maire de la commune. Je vous disais en titre, dans 3 mois, les bébés pigargues nés à Sciez dans le parc des Aigles du Léman vont pouvoir être relâchés. La semaine dernière, une nouvelle étape a été franchie avec la cérémonie de bagage des 7 aiglons. À cette occasion, une balise GPS a été installée sur chaque rapace. Cet outil est nécessaire au programme de réintroduction de l'oiseau le plus rare de France. C'est un sujet de Kezia Poudou. Ce mercredi était une journée particulière pour 3 des 7 bébés pigargues nés en mars dernier aux Aigles du Léman. Ils vont se voir équipés de bagues d'identification quelques mois avant leur premier envol. On venait chercher les petits pour procéder à la cérémonie du bagage. Ils ne nous ont jamais vus avant, donc c'est un moment qui est assez traumatisant pour eux, mais c'est aussi le but pour qu'ils comprennent qu'il faut se méfier des humains. Et donc ça peut paraître un petit peu dur, mais c'est pour les aider dans leur vie future. La taille du bec, des ailes, des pattes, la prise de poids, toutes les mesures biométriques de ce rapace sont relevées. Vu que c'est une espèce qui est quand même peu connue ou pas connue en France, l'idée c'est d'engranger de la donnée biométrique pour pouvoir après comparer des choses. Collecter des données, oui, mais pas uniquement. Ces mesures permettront également de connaître le sexe du pigargue, une étape clé dans le programme de réintroduction de cet oiseau, jugé comme le plus rare de France. Il peut y avoir des différences de poids de 1 kg, 1,5 kg entre un mâle et une femelle, et que ce soit dans la nature, mais même à l'âge de poussin, sur les oiseaux qu'on a vus de 2 mois. Donc on a besoin, en fonction du sexe, de caler le harnais, de façon à ce que l'oiseau, lui, va continuer à prendre un petit peu de masse musculaire d'ici son envol, et il va se muscler. Donc en gros, c'est des réglages à faire, de façon à ce que le harnais ne soit pas trop serré, compressé, ou au contraire trop lâche. Sur les 3 aiglons bagués ce matin-là, les professionnels supposent que 2 d'entre eux sont des femelles. Des hypothèses qui seront ensuite confirmées ou non par l'analyse des plumes. Ces balises permettront ensuite un suivi précis des pigargues lors de leur futur voyage, et cela a été rendu possible grâce à un système de parrainage. Ces balises GPS ont un coût qui est assez important puisque c'est 2 000 € la balise. Donc on a beaucoup de communes parce qu'elles, ça leur permet de faire un petit peu de communication et surtout de travailler avec leurs écoles, puisque les écoles viennent sur site, suivent depuis l'école grâce à la plateforme internet avec les caméras dans les nids, les balises GPS. Mais on a de plus en plus d'entreprises qui trouvent que notre projet il a du sens et qui ont envie de s'associer. Donc aujourd'hui on a à la fois ces 50-50, 50% de collectivités et 50% d'entreprises qui financent les balises, qui donnent leur nom à l'oiseau et qui créent ainsi un lien entre le programme et eux. Baptisés d'après le nom des communes qui les parrainent, Périgny, Végy et Fessy devraient voler de leurs propres ailes en septembre 2024. On part en Savoie à présent à Fourneau, près de Modane, dans le secteur du tunnel du Fréjus. Le viaduc du Charmé a été inauguré. Après 10 ans de travaux, ce nouvel équipement vient remplacer l'ancien ouvrage fermé à l'époque pour raison de sécurité. Coût du chantier 40 millions d'euros. Toutes les précisions dans ce reportage de Fanny Savard. Des mouvements de terrain, la découverte de bombes anglaises datant de la Seconde Guerre mondiale sur le chantier, l'apparition de micro-fissures sur le tablier du viaduc, et puis une crise sanitaire. Bien des rebondissements sont venus secouer les travaux du viaduc du Charmé, mais ça y est, il est enfin opérationnel. Situé à quelques centaines de mètres du tunnel du Fréjus, cet ouvrage a demandé près de 10 ans de travaux. Il faut savoir qu'il y a quand même une portée, c'est-à-dire la longueur de tablier entre les 2 piles qui est quand même très importante, de plus de 115 mètres. Donc on est un petit peu à la limite de la portée pour ce type de structure. En plus, c'est un ouvrage qui est très courbe, qui rajoute de la complexité. Donc techniquement, c'est un ouvrage qui est probablement plus complexe que ce qu'il en a l'air. Cette nouvelle infrastructure vient en réalité remplacer un autre ouvrage conçu dans les années 70 et qui a montré très vite des signes de fragilité dus à l'exigence du terrain. À l'emplacement de ce viaduc tout neuf,
il y avait un ancien viaduc qui datait de 1977 et qui, dès sa conception, a commencé à poser des problèmes de glissement de terrain, puisque les deux versants s'avancent en direction de Fourneau, donc qui est juste en dessous, la commune, à la vitesse d'à peu près 1,5 cm par an. La question des glissements de terrain a donc été centrale lors de la construction de ce nouveau viaduc. L'ouvrage, prévu pour les 100 prochaines années, ne devrait donc pas être affecté par les mouvements de la montagne. Il a été positionné d'une telle façon que les mouvements de terrain dont je parlais tout à l'heure ne l'impactent pas, comme l'ancien, qui d'ailleurs avait dû être mis sur vérin et il bougeait au gré de la montagne. Et le versant le plus instable se situe plutôt en aval, là où malheureusement nous avons connu un glissement de terrain il y a quelques mois. Dernière ligne droite avant la fin définitive des travaux prévus en octobre prochain, la construction de bassins de traitement des eaux pluviales et de nichoirs à chauves-souris. On reste en Savoie, 80 ans après les bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale, l'abri anti-aérien du Faubourg-Nézin à Chambéry a été rebaptisé au nom d'Albert Périol, l'ancien maire de la commune. Le site a été réhabilité et pourrait être ouvert au public prochainement. Voyez ce reportage d'Ozan Mayram. C'est un monument historique oublié qui retrouve le goût du jour. Ici même dans cet abri étaient cachés, 80 ans en arrière, les Chambériens qui fuyaient les 710 bombes américaines larguées sur la ville pour neutraliser les troupes allemandes. Le maire, en 1938, reçoit du gouvernement une note secrète demandant à tous les maires de France de faire construire des abris dans l'hypothèse d'un conflit. À l'époque, aucun ne répond à cet appel, excepté le maire de Chambéry qui s'appelait Albert Périol. Et dès le février 1939, on commence à percer à Chambéry les premiers abris. L'abri désormais renommé en l'honneur du maire historique a suscité l'intérêt de nombreuses personnes venues assister à l'inauguration du bunker, dont le petit-fils d'Albert Périol, ayant maintenant son nom inscrit dans la roche. En tant que petit-fils, je suis très honoré et très heureux, mais en tant que citoyen, je dois féliciter la mairie d'avoir reconnu l'utilité de cet abri. Ce projet s'inscrit dans une démarche de transmission de la mémoire. Pour sa réouverture, le lieu a dû être réhabilité. Des travaux ont été effectués au cours desquels des objets laissés par les habitants des décennies auparavant ont été retrouvés, mais le lieu n'a pas été dénaturé pour autant. Nous avons souhaité évidemment le sécuriser, y apporter de la lumière, mais nous avons souhaité ne pas le transformer, en quelque sorte le laisser dans son jus d'époque pour qu'on ressente bien ce que vivaient les Chambériens en 1940 et 1944. Donc nous laisserons ce lieu qui sera visité à travers un partenariat avec les Amis du Chambéry, mais aussi notre office de tourisme, car il y a des personnes qui souhaitent connaître cette période de l'histoire de Chambéry. Cette visite a permis pour certains de visualiser leur passé, à l'image de Jacqueline Rimbaud, elle qui était dans le ventre de sa maman, elle-même dans l'abri lors des bombardements. C'est vrai que de voir qu'ils vivaient un peu comme des rats, chaque fois que les sirènes retentissaient, et qu'ils ont perdu par contre des amis qui ce jour-là sont restés chez eux. Parce que comme il y avait eu plusieurs alertes, mais bon, il n'y avait rien eu, les gens se sont dit bon, on ne va pas y aller. La date d'ouverture précise n'est pas encore connue, mais le site devrait ouvrir prochainement et permettre aux plus jeunes générations de découvrir un lieu chargé d'histoire. C'est la fin de cette édition. Passez une très belle soirée. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide précieuse. Tout de suite, la météo de Thierry Paume. Retour de l'information sur 8 Mont Blanc ce mardi, même endroit, même heure.